Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver sur DLTV pour un nouveau numéro et une nouvelle émission de sport de football sur votre antenne, sur votre chaîne préférée, votre chaîne de foot DLTV. Face Foot, c'est le nouvelle émission, nouveau concept de débat football sur votre chaîne où on reviendra chaque semaine sur l'actualité du foot, ce qui a marqué la semaine. Et bien sûr, il y aura également le débat de la semaine ou le sujet du jour. Le duel, comme vous allez le voir, entre les deux parties de cette émission et les deux camps que je vais vous présenter dans quelques instants de Face Foot. Et la troisième partie, c'est vous qui la faites, mesdames, messieurs, vous, par le biais de la page Facebook de Face Foot. Il faudra vous y faire, c'est comme ça rime. Il y a de l'écho, vous comprendrez comme vous voudrez. Mais en tout cas, c'est vous qui la ferez, cette troisième partie, avec les sujets que vous choisirez et qui seront débattus ici même sur le plateau de Face Foot. Comme son nom l'indique, c'est les acteurs de la télé face à vous, les téléspectateurs. Et le foot, bien sûr, c'est ce qui nous unit, ce que nous aimons, ce qui nous fait vibrer et, je l'espère, qui nous fera encore vibrer pendant longtemps. Alors, avant de commencer cette émission avec la première partie, permettez-moi de vous présenter celui qui était hier à la même place face à Shawkey Smati à Douga Douga. Je vous rassure, il est rentré chez lui, il est revenu ce soir. C'est notre consultant, celui de Face Foot, Nordin Saadi. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, heureux d'être là avec toute l'équipe. Ça va pour la clim? Vous voulez qu'on l'allume? J'espère, oui. Mehdi Haddad, donc derrière le pupitre, a entendu. Il fait un petit peu trop chaud. Même les caméramans, même s'ils n'osent pas le dire, eux aussi, ils ont chaud. À côté de lui, vous le connaissez bien, il a été une de vos armes absolues pendant longtemps. Et même quand on pensait qu'il n'y en avait plus dans le jus, il y en avait encore. C'est Hadj Adlan qui est avec nous ce soir. Bonsoir Hadj. Bonsoir Riyad, heureux de me retrouver avec voilà, mon cher Riyad. Mohamed Boukhamia qui m'excusera, je vous ai chippé de Mouhtalifine, mais rassurez tout le monde, vous serez tous les dimanches soirs avec Mohamed Boukhamia pour le rendez-vous incontournable du foot, Al-Mouhtalifine. Et puis on est dans la continuité de la Coupe du Monde, hein. On prépare la CAN. On espère. À notre façon. On est à quelques encablures. Un point, c'est mathématiquement ce qui reste face à la CAN. L'autre camp, mesdames, messieurs, en tout cas, c'est pas moi qui ai défini les camps. On va voir au fil des émissions s'ils seront d'accord ou pas. De l'autre côté, c'est le côté presse, c'est le côté rédactionnel. On va commencer par celui qui est juste à côté de moi. Jamal Rachdi de l'APS est ce soir sur Face Foot et il le sera jusqu'à la fin de la saison. Salut Jamal. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous. J'espère qu'on va passer du bon temps. Je vous invite pas, vous êtes chez vous. Ça, c'est la rédaction de Face Foot. Ça va me faire plaisir, en tous les cas. Et à côté de vous, on l'a vu sur le gros plan de Hamza, le plan large à 2. Et on va le revoir. Rafiq Habib, compétition est sur le plateau. Il nous a accompagnés sur Djaïl Rio la saison dernière et qui revient cette année. Ça ne nous rajeunit pas avec l'aventure du Café des Sports il y a quelques années où Jamel était également. Rafiq est avec nous pour cette nouvelle aventure. Merci d'être là, Rafiq. C'est un plaisir. Alors, messieurs, dames, voilà, le décor est planté. Connectez-vous pour ceux qui ont une très mauvaise connexion. Et je sais qu'il y en a qui ont du 512 et du 128 kHz encore. Et la 3G qui rame encore. Prenez votre temps, connectez-vous. Première chronique de Face Foot de la saison, c'est la Newsweek, les nouvelles de la semaine. Christian Gourcuff, c'est monsieur. 3 matchs, 3 victoires. Les Verts ont en effet enchaîné leur 3e succès en autant de matchs en ces éliminatoires de la CAN 2015, samedi dernier à Blantyre face au Malawi. La deuxième manche aura lieu ce mercredi à Blida. Les Algériens ne sont qu'à un point d'une qualification au Maroc, mais pas de place à l'euphorie, comme l'indique Riyad Mahrez, un des artisans du 2-0 de Blantyre. On n'est pas qualifié, on va pas... Dans le foot, ça va vite, hein. Faut pas trop s'enflammer. À nous de faire un bon match encore comme samedi, même si je pense qu'on peut faire mieux encore et Inch'Allah on sera qualifié. Il n'y a pas que les hommes qui assurent les bonnes performances cette semaine, puisque même l'équipe nationale dames a fait forte impression, dominant la sélection féminine du Ghana, 3 fois finaliste de la CAN, sur le score de 1-0 dimanche à l'Independence Stadium pour le compte de la première journée du groupe B du championnat d'Afrique des Nations 2014 qui se déroule en Namibie. L'autre actualité de la semaine concerne le Maroc, la CAN 2015 et du coup l'Algérie aussi.
Face à la crainte de l'épidémie Ebola, le Maroc a demandé le report de l'édition 2015, mais la Confédération africaine de football a refusé. La compétition devrait donc se tenir comme prévu en janvier. Et enfin, l'homme qui fait tout le temps l'actualité est bien évidemment le président de la JS Kabylie, Mouachrif Hannachi. Mais cette fois-ci, une nouveauté, Hannachi et ses déclarations fracassantes dépassent les frontières. Invité au Caire par le Zamalek pour y jouer une joute amicale, Hannachi multiplie encore ses sorties médiatiques récalcitrantes en tirant à boulet rouge sur le président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raourawa. Pour rappel, la JSK a entériné sa sanction sur la JSK qui ne devra pas participer aux 2 prochaines éditions des compétitions continentales. استقبال مايش يعني استقبال رائع واش تكلمنا يعني شبيبة القبائل مظلومة يعني ظلموا كيف يقولوا. هو بيطلب مساندة رئيس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ورئيس لجنة الأندية والوقوف مع شبيبة القبائل ضد العقوبة المزمع توقيعها من الكاف ضد الشبيبة بإيقافها 2 وهذا ما لقاهم ترحيب وموقف جميل من المستشار مرتضى منصور ومن جميع الأندية المصرية. أنا لفترة أطول بإذن الله مقبل ما يموت العام افون ديسمبر هكذا ان شاء الله. هو وجه دعوه للزمالك يلعب مباراه في شهر ديسمبر يوقعوا البروتوكول وكل الامور. Et voilà donc pour les infos de cette semaine. On va commencer, messieurs, bien sûr, par la victoire au Malawi de l'équipe algérienne, l'équipe de Gourcuff, version Gourcuff, avec 3 matchs, 3 victoires et surtout 2 déplacements sur le continent avec une victoire. D'abord, est-ce que vous pensez que cette nouvelle version ou nouveau coaching ou l'équipe version Gourcuff est une équipe qui peut aller loin, d'abord dans les qualifs et ensuite on parlera de la Coupe d'Afrique des Nations? On est allé loin. Je pense qu'on est dans la continuité des bons résultats qu'ils ont fait lors de la Coupe du Monde. Maintenant, il y a un nouveau staff, un sélectionneur qui veut instaurer une façon de jouer dans cette équipe. Il a commencé par le nouveau dispositif, c'est-à-dire en 4-4-2. Et puis maintenant, il y a les matchs qui se rapprochent. Il n'a pas le temps d'instaurer tout ce qu'il veut. Il y a un projet en principe, il y a un projet qui a été prévu. Qui est dans sa tête. Non, mais un projet qui a été prévu. prévu. De jeu, comme il l'a lui appelé. avec le président de la fédération. Maintenant, il y a les matchs il y a les éliminatoires et puis les matchs ils sont un après l'autre. On a joué samedi, on va jouer demain. Il n'a pas le temps d'instaurer tout ce qu'il veut. Maintenant, il y a les résultats qui sont en notre faveur. Ça va lui permettre de travailler sereinement. Et puis, il faut dire, à Riyad, on a un groupe qu'on peut rêver avec, on l'a dit déjà. Je pense qu'avec les bons résultats qu'ils sont en train de réaliser, ça prouve qu'on a une équipe de qualité à Nordin. Nordin, ça a dit, si vous étiez dans la peau du coach, si vous étiez sélectionneur national, on sait que le coach, il n'a pas le temps de parler de style de jeu, de philosophie de jeu, parce que dès qu'il est en poste, dès qu'il est sur le fauteuil de sélectionneur, c'est les résultats qui comptent. Pour l'instant, Gourcuff, quand il est arrivé, avant même de coacher, il a fait une conférence de presse, il a dit « j'ai une philosophie de jeu, je veux du beau jeu ». Pour l'instant, les résultats lui réussissent. Est-ce que c'est suffisant pour vous, pour qu'il soit content? D'abord, moi, je ne peux pas me mettre dans la peau du coach, parce que tout simplement, je suis algérien, je ne suis pas étranger. Mais vous êtes coach. D'accord, mais non. Le choix est vous êtes dans la peau du coach. Voilà. Si vous vous mettiez dans sa peau, qu'est-ce qui compte? Le résultat ou la manière? Moi, je trouve que M. Gourcuff, à qui je souhaite la bienvenue, est venu avec il a déjà apporté 2 choses. Un changement sur le terrain où il a choisi au départ un système de jeu lequel, à mon avis, ne changera pas en fonction des matchs. Vous pensez que son système est différent par rapport à la période Halilhodzic?
Oui, il est différent parce que le prédécesseur jouait en fonction des matchs. Il pouvait passer de l'adversaire, donc il pouvait changer de système. M. Gourcuff semble être décidé à jouer son 4-4-2 tel qu'il le conçoit. Je trouve que c'est une bonne décision parce qu'il vaut mieux initier les joueurs à réagir à un système plutôt qu'à changer tout le temps. C'est sa manière. Deuxièmement, j'ai apprécié aussi la modestie avec laquelle il aborde ses matchs et ses déclarations. Figurez-vous, avant, les statistiques nous cassaient un peu les oreilles à travers la presse. Si le Malawi, comment il avait prévu de jouer, il a dit on va là-bas pour gagner. Tout simplement parce qu'il a vu cette équipe jouer et il pensait à l'avance que nous étions supérieurs. Cependant, auparavant, et avec les statistiques que le Malawi possède chez elle, à domicile, ça fait 10 ans, ils n'ont perdu qu'un match. Moi, je pense qu'auparavant, nous aurions pris pendant 15 jours, 20 jours à parler que de ces statistiques et de grandir d'une manière incroyable le Malawi, ce que M. Gourcuff n'a pas fait. Et je pense qu'il est modeste et il peut aller loin. Messieurs les journalistes, voilà, on a gonflé le Malawi. La presse, hein, Saadi commence déjà à attaquer, mais il prend des gants. Remarquez, Nordin Saadi, il dit Monsieur Gourcuff, ça veut dire que pour l'instant, chapeau bas, il fait son taf, il fait son boulot. À votre avis, pour l'instant, Gourcuff réussit son entame de Naturellement, de contrat. je crois qu'il n'y a pas un entraîneur qui aurait réussi, fait un meilleur parcours en laps de temps assez court. Gourcuff disons qu'il a pris ce qu'il existait déjà. Il est venu avec une autre philosophie de jeu, mais il n'avait pas l'intention de trop chambouler la formation parce qu'il sait à quoi s'en tenir par la suite, parce qu'il a tout le temps de procéder à des changements. Il avait durant ce laps de temps très court, il avait des éliminatoires, il fallait gagner les matchs, quelle que soit la manière, de toutes les manières. Je pense que le pari a été relevé, 3 matchs, 3 victoires. On ne pouvait pas espérer un meilleur parcours jusqu'à l'heure actuelle. Il a presque assuré sa qualif, à votre avis? Moi, je pense on a déjà les 2 pieds déjà là au Maroc. Hein. On va en parler en troisième partie d'émission. L'affaire Habib, on parlait de quand Rawarawa a sorti de son chapeau, comme il le fait très bien, le nom d'un entraîneur. On a dit, parce que les Algériens, vous savez, je ne vais pas dire qu'ils sont présomptueux ou prétentieux, je le suis aussi, je le suis parfois présomptueux, mais je suis toujours algérien. On a l'impression qu'on mérite des Trapattoni ou des Saki, par exemple, ou des Capello, mais Capello, il n'était pas libre puisqu'il est là ce soir. Mais, pardon, Hadj, quand il a sorti le nom de Gourcuff, on a dit, oh, c'était un petit entraîneur breton qui n'a jamais fait l'Afrique, qui n'a jamais eu de sélection. Pas moi, en tout cas. Non, je parle de l'opinion publique en général. Non, moi, je n'étais pas d'accord avec cette appréciation des choses. Pour moi, Gourcuff est un entraîneur qui a fait ses preuves. C'est un entraîneur qui était dans un petit club, certes, mais qui a fait ses preuves peut-être pas les résultats. Il n'y a pas eu un palmarès très riche, mais il y a eu du sérieux, du jeu, une méthode, une manière de faire qui a fait que Gourcuff s'est fait un nom dans un championnat quand même. Il est respecté en Ligue 1. Voilà, très respecté, etc. En plus, pour moi, ce qui était le préjugé le plus favorable, c'était le fait qu'il soit matheux. C'est déjà un point pour lui parce que c'est-à-dire que c'est quelqu'un de raisonnable qui va venir et de méthodique, qui va venir avec des idées bien précises et qui va chercher des résultats. Chercher des résultats par le travail et sans nous faire partager ses états d'âme comme on l'a vécu avec On va en parler, messieurs les journalistes, de ce que vous a fait subir Vahid Halilovic, qui a déclaré la guerre. Il nous a fait subir. Et vous aussi. J'ai cherché longtemps la vidéo et elle fait le buzz sur YouTube, celle du clash entre Djemal Rachdi et, j'allais dire feu, Vahid Halilovic, pas feu, bon, puisqu'il est en Turquie, en championnat. Pour terminer, là où je ne suis pas d'accord avec Nordin Saadi, c'est cette histoire de 4-4-2. Généralement, non, c'est pas lui qui a parlé de 4-4-2. Non, c'est-à-dire les deux. C'est-à-dire le type, il est venu avec le 4-4-2. C'est comme si que le 4-4-2,
c'est une fin en soi. Moi, personnellement, généralement, je me méfie des entraîneurs qui ont déjà un schéma dans la tête, un schéma tactique. dispositif. On va avancer dans l'émission Face-Foot. Je ne vais pas m'en sortir, mesdames, messieurs, parce qu'il y en a 4, 2 de chaque côté. Il faudrait que je les tienne. Deuxième sujet de la semaine, et celui-là, il a fait l'effet de bombe. C'est la première sortie médiatique du ministre des Sports du Maroc, qui a, dans un premier temps, déclaré que le Maroc demandait le report de la compétition, c'est-à-dire de la Coupe d'Afrique des Nations, pour cause de risques majeurs pour eux du virus Ebola. Et puis, hier, je crois, le ministre récidive et il dit si on refuse ce report, le Maroc se désiste complètement de l'organisation de la compétition. Messieurs, on est en plein qualif. Un pays qui lâche complètement la compétition, c'est énorme et c'est surtout du jamais vu. C'est pas normal du tout à quelques encablures de la phase finale. On est à 3 mois pratiquement. Tirage au sort le 26 novembre. Oui. Donc la compétition va débuter le 15 janvier si M. Benner sont bons, ou le 14 janvier. Donc faire marche arrière comme ça, c'est pas normal du tout et ça ne s'explique pas. Pour la simple et bonne raison que le Maroc, qui a une compagnie aérienne qui dessert uniquement et spécialement l'Afrique, particulièrement l'Afrique de l'Ouest, je me demande pourquoi elle n'a pas pris des mesures pour survoler ou veiller, faire un contrôle adéquat au niveau de cette compagnie aérienne, des voyages incessants vers l'Afrique de l'Ouest, et décide maintenant de... Mais Djemal Rachid, ce n'est pas la même chose qu'accueillir des flux de milliers de supporters sur son territoire. On connaît la compétition africaine, il n'y a pas de flux. Il y a quelques pays qui envoient des supporters, 2 ou 3 avions. Le seul flux, ce sera le flux algérien. Ce sera l'Algérie. Naturellement. Et alhamdoulilah, il n'y a pas Ebola chez nous. Donc, l'histoire d'El je la prends avec des pincettes. Nous, il y a le one to trees, mais il paraît que c'est une nouvelle épidémie. Mais ça marche très fort. Mais pourquoi attendre jusqu'à maintenant pour faire cette déclaration? On connaît maintenant le virus Ebola, ça fait pratiquement 2 mois qu'on entend parler. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui se cache derrière Moi, je pense que même sur le plan sportif, est-ce que cette équipe nationale, parce qu'ils vont l'organiser chez eux, est-ce que cette équipe nationale est prête? Elle a peur de ne pas la gagner, cette compétition? Et quand on voit la nôtre, ils sont en train de leur donner des signaux aussi. Et oui, ils n'ont jamais gagné une Coupe d'Afrique. C'est des gens... Non, ça remonte très très loin. Question, Nordé, quand on prépare, je vous remets encore une fois dans la peau du sélectionneur, de Monsieur Gourcuff, nous aussi on a notre Monsieur Sadi, si vous prépariez justement une sélection pour aller en Coupe d'Afrique des Nations, et vous êtes à, allez quoi, Inch'Allah, demain on va passer, il manque un point, juste un point, c'est-à-dire un match nul nous qualifie, est-ce que le fait de ne pas savoir où est-ce qu'on va jouer, le tirage au sort, est-ce qu'il va être retardé? Est-ce que ça chamboule le programme de préparation de l'équipe? Non, pas du tout. C'est comme l'histoire de jouer sur tartan ou sur le gazon. Maintenant, les joueurs de football savent tous jouer sur telle ou telle partie du terrain. Sauf que malheureusement, on présente parfois du très très mauvais tartan parce qu'il est ancien, comme ce fut le cas au Malawi. Deuxième génération. Sinon, cette fois-ci, jouer dans un autre pays, je ne pense pas que ça va gêner l'entraîneur. Néanmoins, ce que je pense, moi, dans cette affaire, c'est certainement une affaire de politique. Ils pensent peut-être au tourisme, peut-être qu'un cas peut se produire. N'oubliez pas que l'Espagne, il y a déjà des cas. Donc le Maroc, je pense qu'avec l'histoire du tourisme, c'est leur ressource première, disons. Donc s'il y a dans peu de temps un cas, le pays va perdre énormément. Donc je pense qu'ils vont tenir à leur décision et la Coupe... Et messieurs, si c'est l'Afrique du Sud, il n'y a pas de risque si vous permettez, je reviens un petit peu sur la question. Moi, lorsqu'on me parle de problèmes touristiques, le Maroc va organiser au mois de janvier, au mois de décembre, la Coupe du Monde des clubs. Donc il va y avoir un afflux d'étrangers. Hein, les cas qui se sont produits en Espagne. Ils se sont produits aussi aux États-Unis. D'accord, il y a des cas isolés. On n'a pas peur d'organiser une compétition, on n'a pas peur de recevoir des touristes qui viennent des États-Unis ou du Japon ou de n'importe où. Et on a peur... Le Vita Club. Hein, il y a le Vita Club aussi, le Congo. Je me demande pourquoi on pense d'ores et déjà à refuser d'abriter une compétition alors que les mesures
préliminaires n'ont pas été prises. Mais Djamel, Autre chose. Ils Je ont voudrais parlé de signaler la- autre chose. Ils ont accueilli, ça fait que 5 jours, le Maroc a accueilli, ça fait 5 jours, le match Guinée-Ghana. Tout à fait. Le premier pays. Guinée, un des pays les plus touchés les plus par touchés, Ebola les plus avec la touchés. Sierra Leone. On n'a pas eu peur pour ça. a été Mais ils ont délocalisé. Un match, c'est pas. Non, mais c'est attention. gérable. C'est pas 16 matchs. Mais Un Djamel, match, c'est- ils ont parlé de la CAN, Riyad. Ils ont parlé beaucoup plus de la CAN que de la Coupe du Monde des clubs. Bien sûr, naturellement. Alors qu'il y a l'intervalle de Mais la 2-3 Coupe du semaines. Monde, dès que le Bel va drainer 2 équipes, même si elles sont africaines, combien de gens il va y avoir? Il va y avoir 5000. Mais combien Pas d'Africains vont suivre la Coupe d'Afrique Nordine? Combien? ما كانش ما يجيوش, c'est pas vrai. ما يجيوش. Les pays ne sont pas suivis. Tu as le Nigeria, 2 ou 3 avions avec tout leur arsenal. On connaît la Coupe d'Afrique. Les gens ne suivent pas, ne se déplacent pas vers leur équipe nationale. Peu de pays, mis à part la Côte d'Ivoire et le Nigeria qui se déplacent avec Et le un Sénégal groupe. qui sont à avoir côté. les Non, Sénégalais. le Sénégal. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est qu'au Maroc, il y a une très grande communauté africaine, particulièrement d'Afrique d'Ouest. Sénégal, Guinée et Côte d'Ivoire. C'est les seuls. Il y a une forte communauté. On n'a pas peur de ces gens-là et on a peur d'abriter une Coupe d'Afrique. Alors, pour Jamal Rachdi, il y a Il y a Anguille Souroche. Anguille Souroche. De toutes les manières, quelle que soit l'issue de cette histoire, ce sera un précédent très grave. Très grave. Parce que franchement. on Alors, peut pas- d'abord, la CAF qui a d'abord répondu une première fois, c'est ce qui a obligé le ministre marocain à faire cette déclaration de dire si jamais on n'a pas gain de cause, c'est un peu une façon de faire le forcing sur la Il Confédération a dit africaine. exactement en ces termes. La raja'a fait. Il n'y a plus de manière de revenir sur notre décision. Donc la décision est Il y prise a en haut une lieu. réunion du bureau exécutif de la Confédération africaine qui va se dérouler à Alger, le 2 novembre. juste après la finale de la Champions League entre l'entente Bonvent, l'entente face au Vita Club du J'espère qu'ils du vont Congo. présenter la Coupe du Monde. La première sortie d'abord à Kinshasa le 26, retour ici le 1er, et on va justement légiférer et décider sur report ou pas report. Même s'il y a report au Maroc, messieurs, il va y avoir des problèmes parce que les joueurs qui vont traditionnellement être libérés de leur club, notamment en Europe, Nordin Saadi et beaucoup d'entraîneurs en Europe détestent ce fameux mois de janvier, février, parce qu'ils libèrent des joueurs. Là, ça va être pour une très période d'un mois, compliqué. On va rester, messieurs, dans le continent. On va passer au troisième sujet de la Newsweek, préparé par Amin Tirman cette semaine, c'est justement l'autre Coupe d'Afrique, celle qui se déroule actuellement. Il ne faut pas être antiféministe, hein, messieurs, parce qu'elles nous ont fait honneur, les filles. À Windhoek, en Namibie, premier match, première victoire, face à un triple finaliste de la CAN, les Ghanéennes, victoire 1-0. Demain, elles joueront le Cameroun pour peut-être rentrer dans l'histoire. La question, messieurs, que je vous pose, sommes-nous un pays traditionnellement de football féminin comme par exemple les États-Unis ou la Suède ou l'Allemagne qui jouent, merci Nordine, qui joue traditionnellement des phases finales de Coupe du Monde. Et, même si on est un petit peu réfractaire à ce genre d'idées, les filles adorent le football, aiment le football et ils jouent très bien. Ces filles-là sont-elles capables de faire changer les mentalités en cas de qualification? Hadj. Oui, pourquoi pas. Espérons déjà qu'ils vont se qualifier. Ça sera historique. Et puis nous, on est nouveaux dans le domaine Du football féminin. dans le domaine du football féminin. Mais avec ces performances, je pense que ça va donner encore plus à réfléchir au club. Pourquoi ne pas imposer déjà au club de créer Un club féminin. une cellule, un club féminin et commencer par les jeunes catégories. Et ça va donner peut-être envie. On connaît maintenant, il y a des clubs qui domine notre championnat, ou bien la Coupe d'Algérie qui se joue. C'est Alger Centre, Elisane, quelques clubs. Chaque année, c'est généralement FR qui finit en finale. Chaque année, c'est eux qui sont soit champions, soit détenteurs de la Coupe. Nordin Saadi, je ne sais pas si on vous a déjà posé la question sur le football féminin. Votre avis d'abord sur le football féminin chez nous, son niveau de développement. C'est-à-dire, ce que et j'ai remarqué, c'est qu'au fil des années, il y a plus d'intérêt porté par la FAF à cette équipe. Je parle de l'équipe nationale. Déjà, les gens qui avaient des équipes, les clubs qui avaient des équipes féminines ont eu beaucoup de problèmes au niveau des moyens. Il y a un large, vraiment fossé qui sépare le football masculin et le football féminin. Mais je pense, j'ai suivi un peu. Pourquoi? Parce que mon ex-entraîneur des gardiens de but, Brancy, Boukhalfa, il est avec l'équipe féminine depuis maintenant, disons, une année.
Donc on discute et selon lui, il y a beaucoup de moyens qui sont mis à la disposition de cette équipe, dont le staff technique, les regroupements. Ils se sont bien préparés pour cette Coupe d'Afrique. Est-ce qu'on peut attendre une surprise là, dans la compétition? Écoute, avec le but qu'on a vu, avec l'excellent centre qu'on a vu, j'espère qu'il y en aura d'autres. Elles peuvent aller loin parce qu'elles sont vraiment décidées et les filles sont plus reconnaissantes que les garçons. J'ai été une ou deux fois les voir, elles sont très heureuses d'avoir ces moyens qu'elles n'avaient pas auparavant pour préparer une Coupe d'Afrique. Algérie, Cameroun. J'ai oublié de vous couper, Hadj, parce que le temps passe, c'est de l'autre cran. Sinon, la deuxième partie sera très compliquée. Foot féminin, messieurs, c'est pas très vendeur hein, dans la presse. Mais compétition, elle a fait Habib, si jamais elle passe ces filles, on l'espère, au 8e de finale, est-ce qu'elles auront droit à la une de compétition? Oui, pourquoi pas. Bon, d'abord, bien culpa, parce que effectivement, on n'a pas donné beaucoup d'infos sur cette équipe. Bon, on a fait un peu mieux que le site de la FAF qui a oublié de donner le résultat du premier match. Mais je trouve que cette équipe est à encourager. Parce ça, c'est passé. Hein. Oui. Cette équipe est à encourager. Je pense que c'est avec des résultats pareils que le foot féminin peut se développer. C'est-à-dire là, on aura des têtes d'affiche et peut-être des joueuses qui vont devenir des vedettes, qui vont drainer un peu, qui vont donner l'envie aux autres filles dans toutes les régions d'Algérie, pas uniquement à Alger, de pratiquer ce sport qui est devenu un grand phénomène dans les grands pays. Le phénomène a commencé aux États-Unis. Il a touché le Canada, maintenant c'est toute l'Europe, surtout l'Europe du Nord, l'Allemagne, c'est un phénomène aussi. Écoute, on peut pas... Je vais te raconter quelque chose que j'ai vécu. Hein. Au niveau de jeunes, une petite passe. Au niveau de jeunes, il a parlé du pays du Canada. Au niveau de jeunes, ils intègrent 2 filles avec les moins de 15 ans, je crois. Elles jouent avec voilà, je les ai vues, j'ai eu l'occasion de les voir. Et ça donne une progression énorme pour les filles. Dans les petites catégories, des filles qui jouent avec les garçons, ça donne quoi? Ça donne elles sont meilleures dans les impacts, dans les duels, elles osent, c'est à la même condition physique. Tout à fait, surtout ça, la condition. Surtout sur le plan condition physique. Moi, j'ai eu le plaisir de voir cette équipe contre la Tunisie et contre le Maroc, qui ont des traditions beaucoup plus ancrées que nous en football féminin, parce que les adeptes, les licenciés surtout, sont beaucoup plus importants qu'ici en Algérie. Moi, je pense qu'il y a de la qualité dans cette équipe. Vraiment, il y a de la qualité. Moi, je vous ai parlé tout à l'heure sur le coup de l'anecdote qu'il y a une joueuse qui mérite de jouer en division 1 avec les garçons. Honnêtement, c'est un très grand gabarit qui joue des 2 pieds et qui marque des buts exceptionnels, vraiment exceptionnels. Et elle mérite vraiment d'être, du moins, professionnelle. Le retour de Azdine Cheikh a été très important, équipe, oui. Et il y a aussi les moyens dont a parlé Nordine, l'instauration d'une Ligue nationale féminine aussi. Ça, c'est une nouveauté. Et je pense que le match contre le Ghana, qui est une surprise aussi, le fait de la victoire, est une confirmation des 2 matchs On va terminer, messieurs, avec cette Newsweek, avec la énième sortie médiatique du président de la jeunesse sportive de Kabylie, le pauvre Mouchelef Hanachi, qui, après la suspension de son club, ne sait plus à quel sein se vouer avec cette dernière sortie médiatique, ou ces dernières sorties médiatiques jusqu'à dans l'avion, hein, qui le ramenait au pays, alors que la GSK était invité par le Zamalek, second grand club de la capitale et du pays, pour une joute amicale. Il tire à boulet rouge sur notamment la fédération et il multiplie les interventions médiatiques. Alors, la question, messieurs, du jour pour justement la GSK, est-ce que ces sorties médiatiques servent ou desservent la GSK? Servent. Je pense pas. Mais pour faire ces déclarations... Servent ou desservent? Non, ça dessert la GSK, ça dessert le football national, mais ça dessert tout. On se demande, Riyad, moi personnellement, je me demande pourquoi Hanachi fait ce genre de déclaration? Il s'est senti seul. Peut-être qu'il se sent seul, peut-être que personne ne vient au secours de la GSK. Tout à fait. Après l'incident de Bossé, je pense que le club a traversé, quand même, il faut le dire, une période assez difficile. Parce qu'au départ, cette année, c'est pour jouer les premiers rôles, si ce n'est pas le titre.
Premier rôle en championnat. Voilà, et puis aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Mais maintenant, avec cet incident, les sanctions se suivaient et le huis clos jusqu'à la fin de la saison pratiquement. Et puis quand tu entends que tu es suspendu pour 2 saisons, que moi personnellement je me demande... Il n'y a pas que ça, 2 saisons pour les compétitions africaines. Moi personnellement je me demande pour quelle raison ils sont suspendus pour 2 ans sur le plan continental. Parce que l'incident, il est arrivé ici, chez nous. Il y a plusieurs exemples. Hein. Le Zamalek a donné l'exemple dernièrement. Il y a eu des morts dans le stade du Zamalek. Ça n'a rien à voir. Écoute, Hadjo, ça n'a rien à voir. Il y a C'est un acteur qui est mort sur le terrain. Il y a un match de championnat. C'est un acteur qui est mort sur un terrain. Il y a un match de championnat. A dit que c'est une conjoncture politique. Il y avait un match très important. Il y avait une conjoncture politique très difficile. Ils n'ont pas été... Parce que c'est une conjoncture politique particulière à l'Égypte. Vous savez ce qui s'est passé par la suite avec le renversement de Morsi, etc. C'est un règlement, c'est pour tout le monde, Jamal. C'est un règlement, c'est pour tout le monde. Chacun son tour et chacun donnera son point de vue. Mort d'homme sur un terrain. Mort d'homme sur un terrain, Rafik Habib. Voilà, la conjoncture politique ne pardonne rien. Tout à fait. C'est un règlement, c'est rien. Moi, dans cette histoire, ce qui me dérange le plus, c'est le silence de la FAF. Pourquoi la FAF n'a pas communiqué sur cette histoire? Donc il y a deux choses. La FAF ne communique pas, il y a l'excès de communication de Hanaji. Mais bien sûr, en parlant tous les jours, c'est clair qu'à la fin, il finit par dire n'importe quoi. Mais pourquoi la FAF ne communique pas? Pourquoi le jour où la JSK a été sanctionnée par la CAF, pourquoi la FAF ne le dit pas? Pourquoi laisser le club dans l'embarras? Hanaji, pendant des semaines, a dit « j'ai rien reçu d'officiel ». Voilà. Moi, je pose la question. Si la victime était algérienne, est-ce que la CAF aurait réagi de la même manière? Je ne vais pas... Non, déjà, sur le plateau, est-ce qu'on peut répondre à cette question? Non. Si Becher, le joueur de la JSK ce jour-là, face à l'USMA, parce qu'il faut mettre les choses dans leur contexte, l'USMA se déplace à Tizi, l'USMA gagne 2-1 en fin de match, et c'est le pauvre Ebossé j'ai pas envie de dire qui est mort. Si un joueur algérien était mort... Si la victime n'était pas camerounaise. J'ai pas envie de dire ça. Mais dites ce que vous pensez. Voilà. Mais dites ce que vous pensez. Le président de la CAF est camerounais. Hayatou a reçu de la part de son gouvernement des pressions pour sanctionner la JSK. Ça, on le sait. Il fallait que la JSK paye plus qu'en dollars. Il fallait que Hayatou donne le gage de nationaliste camerounais, parce que lui aussi, il a fait la pression sur le gouvernement pour que le Cameroun organise la Coupe d'Afrique de 2019, etc. La FIFA aussi a déploré la mort regretté et déploré la mort de Ebossé, et elle a appelé à des sanctions exemplaires également. Il ne faut pas oublier ça. C'était sur le site de FIFA.com. Sur le site de la FIFA.com, il y a eu une dépêche AFP. Il n'y a pas eu... Non, sur le site de la FIFA, il y a eu des propos où on demande des sanctions exemplaires également. C'est regretté. On demande à la fédération. Oui, sur le plan sportif. Sur le plan sportif. Ok, ils ont été sanctionnés, la GSK. Oui, d'accord, mais Asma, écoute-moi. Alors tu me dis que ce n'est pas le même contexte. C'est pas le même contexte. Je ne suis pas d'accord. Non, mais il y a un mort d'homme aussi. Mais si un joueur algérien était mort, est-ce qu'il y aurait eu les mêmes sanctions? Sur le plan africain, je ne pense pas qu'il y aurait... On n'a pas... À la rigueur, la FIFA, elle demande... On n'a pas encore entendu Rafik Habib, et après on entend la vie de la... Je crois qu'il faut revenir à la question, c'est-à-dire à la question que tu as posée. Est-ce que les déclarations sont mises à la JSK? Premièrement, moi j'ouvre une parenthèse, et c'est le malheur de notre football justement. Tout s'arrange à travers la presse. Ça arrange la presse, et tout démarre à travers la presse aussi. Ce qui est complètement faux. C'est-à-dire même les problèmes qui doivent se résoudre entre président et entraîneur, il faut qu'ils se fassent déjà à travers la presse. C'est déjà quelqu'un qui ouvre le bal à travers la presse. Il y a des réponses. Moi, j'ai vécu ça très mal. Il y a parfois des présidents qui te convoquent pour ce que tu n'as pas fait. Tout simplement parce qu'il a lu dans la presse, soi-disant, ce n'est pas une fausse déclaration, des informations sur le club. Ce que je veux dire par là, tout aurait pu s'arranger si les choses se passaient d'une manière, je dirais, civilisée. Il y a un problème. Pourquoi Habib a dit tout à l'heure que pourquoi la FAF ne s'est pas prononcée. Il a raison. Mais pourquoi ils ne se sont pas vus? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi le président de la JSK ne s'est pas assis face à face à la FAF avec le président
de la fédération. Est-ce qu'il a essayé d'abord? Ceci dit, Il a essayé. Moi, je pense qu'il n'y a personne qui lui répond. non, mais ça devrait se faire. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a un problème qui est posé, c'est la presse qui juge et partie. Et l'autre côté, moi je pense que Hannachi a perdu tout son calme dans la mesure où il a tout perdu en perdant et bossé. Franchement, Il n'a pas fait bosser dans le DCAD. Hein. Il ne joue pas à domicile, il ne joue pas au 1er novembre, il a plus ses supporters. Moi, je parle techniquement déjà. L'équipe avait vraiment un visage avec Ebossé. Et c'était quelqu'un... Elle avait une allure de champion, à votre avis? Ah ben oui. C'était depuis des Djahnet ou des Hadj Adlan qui sont passés à la GSK. On n'a pas eu un avant-centre tel que Ebossé. Donc, en perdant Ebossé, Hannachi a perdu la boussole. C'est-à-dire, Je pensais qu'il a perdu la tête, il a perdu la boussole. Non, franchement, il l'adorait comme joueur. Il adorait le joueur. Il a mis énormément d'espoir sur lui. Mais parce que d'abord, le drame, c'est un drame algérien avant tout. Qui a subi. C'est le football algérien qui a encaissé c'est le club, c'est la GSK. Voilà, c'est le football algérien. Et la GSK paye la facture. La GSK paye la facture. Messieurs, vite. Je suis d'accord sur les griefs qu'on peut imputer à la FAF, le manque de communication, etc. Mais je n'explique pas les déclarations faites par Hannachi en dehors du pays. Voilà, tout simplement, devant nos frères égyptiens. Et pour demander de l'aide du Zamalek, je me demande quelle aide il peut avoir de Zamalek. Voilà, ça c'est l'avis. Hannachi devrait continuer peut-être à parler d'après Jamal Rajdi, mais parler ici. On arrive à la deuxième partie de l'émission, après la Newsweek. Place maintenant au face-to-face avec le thème de la semaine. C'est presque devenu une tradition regrettable chez le Mouloudia d'Alger, à savoir celle d'évoquer le limogeage des entraîneurs en chef au premier virage raté par les Verts et Rouges. C'est en effet le cas cette saison du technicien Boualem Charef, qui même s'il bénéficie encore d'un peu soit-il du soutien de la direction de Sonatrach et des dirigeants du club, les critiques à son encontre refusent de partout. Ces derniers jours, il n'a pas été épargné par la pression pesante des fervents supporters du doyen. Il a suffi d'un premier faux pas concédé au stade de Boulourine devant l'AS Modoran pour que les fanatiques du Mouloudia sortent leurs griffes pour s'attaquer à leur coach, lui incombant l'entière responsabilité de ce semi-échec. واش وقت شرف باش يجيو هذوك مازال الحل ديجا هو مع الاول قال لهم يا ودي نقدر يجيوني ابري 6 7 ماتش وسيبري عنده الحق. ما نكذبش عليك ماناش ساكن عليها 100%. انا هذه وحده انا قبل ما يجيبوه ما كنتش حابه يا ما كاينش نقولوا ماش متفاهمين معاه نامبورت جوار تحكموا يقول لك ماش متفاهمين معاه ما يحبوش يبينوش. Ses fans remettent d'abord en cause ses choix peu convaincants, mais surtout son favoritisme pour le joueur hindou qui n'est pas au top de sa forme, mais qui jouit de toute la confiance de son coach. جابنا تاع الحراش تسجب معاه احنا هذه لا وجينا من جينيتنا هاد لابيسون على هندو وسيلا يا اخو عطينا له بزاف عطينا له الوقت. شوف انا سي جورني وبلوس ماتش تاع السوبر كوب ما كاين حتى اون كا شونجمون دزاميطو داروا مال ديال ماركاو ولا اون كا زعما التكتيك تاعو دزاميطو والو. Fort heureusement, une poignée de supporters optimistes soutiennent l'ex-coach de l'USM El Harrach en prenant la stabilité et réclamant plus de patience pour la construction de cette équipe. Surtout que Charaf voudrait bâtir un projet sportif d'avenir. Charaf, il est connu. Il a fait des résultats, il a prouvé que c'était un grand entraîneur. Donc, لازم يعطوا يديروا فيه ثقة 100% ماشي ثقة هكذاك برك. تسمى لي انايا ماهيش في ازمه نورمالمون يخلوا لهم الوقت يخلوا لونطرينور يخدم نورمالمون سافا مارشي نورمالمون ايكيب لي جوار كاين ماشي ايكيب اللي تقول عليها راهي في ازمه ما كاش منها كامل حنا هذاك هو البروبليم اللي حايرين فيه داير لو فات واش عندنا ما عندناش اون سيل دي فات اون بليس على الاكستيريور راك شايف دوك التحير في لابيراس هاديه. Certaines sources médiatiques sont allées plus loin en faisant état d'un désaccord entre les joueurs et l'entraîneur, tandis que du côté de Sonatrach, on souhaiterait revoir la durée du contrat de Charef et le porter à une année, ce qui laisse planer le doute et plusieurs interrogations.
كان لي ازمه والو دوك الجرايد راهم يكتبوا وحنا رانا داخل الفريق كما نقول لك سورتو حنا لي جوار رانا داخل على بالنا واش كاين كما نقول لك الاجواء اخويه بين اللاعبين المدرب راه واش راه يطلب منا رانا نديروه حاجه واحده اخرى كما يقول لك ما كانش ما كان حتى ازمه. Non, aucune pression. Comme je dis, on joue chaque match pour gagner. Maintenant, voilà, quand on ne gagne pas, c'est vrai que voilà, les supporters ils sont pressés un petit peu, mais il n'y a pas que, il y a le staff et il y a les joueurs. Donc, si vous remarquez les 5 dernières années, les journaux parlent toujours de crise, mais je pense que Mouloudia se porte bien et Inch'Allah, on va le prouver. ما كان حتى ازمه في المولوديه باسكو عندي فالجو ملي بيغونيت لي زونطريمون مع الكلوب ما شفت حتى ازمه. الحمد لله لي جوا كاع كيما نقول لك يتفاهموا مع المدرب، مام المدرب كيما نقول لك يتفاهم مع لي جوار، ما عندنا حتى مشكل مع المدرب. سي نورمال شويه نعرف الضغط تاع بولوغين وانا عشت بزاف الضغط تاع بولوغين. سي نورمال هذه كي تبدلت بواحد 80% ولا واش نطلبوا من الانصار يوقفوا معنا ويديروا فينا ثقه. Mais pour jouir d'une stabilité réjouissante et d'une politique fructueuse, quoi de mieux de s'inspirer du club phare de la capitale parisienne, le PSG, dans la direction à casser sa tirelire lors du mercato estival, sans pour autant réussir une entame de saison en Ligue 1 française. Malgré une série de ratages, le président Nasser Al-Khelaifi a renouvelé sa confiance à Laurent Blanc avant que ce dernier ne réponde à ses détracteurs en faisant chuter le Grand Barça à domicile. Un exemple parfait de professionnalisme et de politique qui prône la stabilité et surtout la sérénité dans un club aux grands moyens, mais aussi aux grandes ambitions. Non, la pression, on la ressent pas trop. Pas une crise, ça c'est les journaux qui le veuillent. Mais regardez le PSG. On en reparlera à la fin de la saison, vous verrez qu'ils seront champions. Donc c'est ce que je souhaite au Mouloudia. Ainsi, entre opposants et alliés, les prochaines journées seront le véritable arbitre qui tranchera l'avenir de Boualem Charef, en apportant certainement les réponses aux spéculations quant à sa méthode fondée sur la fermeté et son favoritisme envers certains joueurs, au même titre que l'absence totale de communication de sa part vis-à-vis des médias. Seul l'avenir nous le dira. L'avenir proche, très certainement, nous le dira. Tout ça dépend des résultats. C'est la règle, la seule règle dans notre football, c'est les résultats. La question, messieurs, ce soir, dans le face-à-face, le face-to-face, le rebelle Charef résistera-t-il à la pression? Charef est-il là pour un projet ou pour gagner le championnat? Non, décidez. Est-ce qu'on résiste à la pression, vous le dire? La pression, elle dépend, à mon avis, de deux épaules. L'une, elle appartient à l'entraîneur. Il ne doit pas être émotif, il ne doit pas mal réagir, il ne doit pas avoir peur, il ne doit pas négativement ressentir ses émotions, je dirais. Et si sa direction a la pression? Non, et la direction aussi, il me semble que c'est la première fois, en Algérie, c'est la première fois que je vois un club qui veut investir en la personne de X. Et cette fois-ci, comme on dirait, c'est chez M. Charef. Donc, je pense que si l'un et l'autre gardent cette épaule, Charef ne va pas céder. Et si l'administration ne va pas céder, je ne vois pas pourquoi il n'y aura pas de résultat. Il a une très bonne équipe. Charef n'est pas n'importe qui. Il y aura des résultats. Néanmoins, si maintenant on va raisonner on va réagir comme ils ont réagi contre moi à Bidjaya, évidemment, moi j'avais l'épaule. Mon épaule, il n'y avait pas l'autre épaule. Il n'y avait pas l'autre épaule. Alors, avant de passer à l'autre camp et donner la parole à Hadj, est-ce que, et c'est la presse qui a jeté le pavé dans la mare la semaine dernière, même si les choses sont rentrées dans l'ordre après, parce que ça a été médiatique, et on a dit qu'on enlevait 1 an de contrat, c'est ça? Ou 2 ans de contrat? Que certains voulaient revoir à la baisse son contrat, qui est de 3 ans. Est-ce que quand quelqu'un comme Charef, qui arrive au Mouloudia d'Alger après avoir passé 6 saisons à Al-Harraj, après 6 matchs de championnat, 6 journées de championnat, il ouvre, il se lève le matin, il prend un café, je ne sais pas si Boualem Charef prend du café ou du thé le matin, il se lève, il ouvre le journal et il lit révision du contrat de Boualem Charef. Est-ce que réviser le contrat d'un entraîneur qui est venu pour un projet, est-ce que ça ne veut pas dire on le pousse un petit peu à la porte? Mais justement, est-ce que c'est vrai? Parce que tu dis la presse. Est-ce que c'est la presse qui a voulu virer Bien sûr. Non, ce n'est pas la presse.
La presse, elle a certainement pris cette information de l'environnement du Mouloudia. Mais certainement, tel que je vois, ce n'est pas de l'administration. Parce que ce que fait M. Taleb, que je ne connais pas, et que je félicite parce que j'apprécie ce qu'ils font. Ils ont investi, ils ont voulu changer les choses. Maintenant, je pense que le Charef Boualem va avoir l'épaule aussi solide. Et je pense qu'il n'y aura pas de problème. Il a une très très bonne équipe et il y aura des résultats au Mouloudia. En face à vous, Djemal Rachdi, on vient d'entendre Nourdine qui dit c'est pas la presse, c'est l'environnement du club. Moi, je comprends pas. Ça veut dire quoi, environnement du club? Moi, je connais dirigeant, président, entraîneur, joueur. C'est quoi, environnement du club? Il y a quelqu'un qui décide à part la direction du club? Ah oui, le Mouloudia, c'est un peu particulier. Tout le monde le sait. Qui décide de l'apparition d'un article. Est bien placé pour le savoir. Il y en a beaucoup des Mouloudiens qui nous regardent, mais peut-être que les autres ne comprennent pas. Nourdine est bien placé pour le savoir, qu'il y a une petite faune qui tourne autour de ce club et qui fait et défait. Et ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est que Nourdine peut-être n'est pas au courant, c'est que le directeur même du club a fait des déclarations fracassantes après le match contre l'Azmo, en pleine tribune dite officielle, entre guillemets. Il fait des déclarations en disant « Shbato », il y a les joueurs Shbato, il y a l'entraîneur Shbato, devant des personnes qui gravitent autour du club. Et c'est pour ça que le stade s'était enflammé et Charef a eu des problèmes par la suite, même au niveau du parking. Alors, est-ce que ça, je peux expliquer le courroux des supporters? On n'est pas satisfait d'un résultat, on espérait mieux, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs que Charef a ramenés, etc. Mais de là à venir que ces remarques ou ces déplacés viennent d'un responsable dans un cadre qui n'est pas celui où il doit le faire, c'est ça qui est dramatique. On a vu que la pression, elle existe, on a vu l'exemple... On comprend le courroux des supporters. Du PSG. Je le dis et je le comprends. Oui, mais le PSG, comme l'a dit le joueur du Mouloudia, là, il a dit que le Paris Saint-Germain sera champion, mais je ne sais pas si nous, on sera champion. Il a dit on espère qu'Inch'Allah, qu'on sera champion. Oui, on l'espère pour le Mouloudia. Ce qui fait mal dans notre football, c'est qu'au début de saison, il y a eu la Super Coupe. On nommait cet entraîneur comme... le Messi. Je ne sais pas qui. Ouais. Mais au bout de quelques journées... Ça y est, on le descend en flamme. Maintenant, vous parlez d'un projet. Est-ce que ça existe, les projets ici en Algérie? Moi, je ne crois pas. Vous parlez de la pression? Il y a un projet l'USMA, en tout cas. Écoute... C'est comme ça qu'on le porte depuis quelques années. C'est un exemple. Oui. On veut faire un projet au Mouloudia. On veut faire un projet et on veut faire un projet. On veut volonté. Il y a une volonté de projet. Si on veut faire un projet... Moi, j'ai eu une déclaration... Tu m'excuses. Une déclaration de Hadj Adlan. Il n'en fait pas souvent. J'ai lu une déclaration dernièrement. Ancelotti a parlé d'un projet sportif. Monsieur Saadi. Ancelotti, l'ex-entraîneur de Manchester City. Le projet sportif parle entre 4 et 5 ans. Ici en Algérie, au bout de 3 mois, on demande à cette équipe de gagner tous ces matchs. Alors on ne peut pas. On parle d'une nouvelle stratégie, de nouveaux éléments. C'est vrai que la réaction des supporters, maintenant, tous supporters qui se respectent aiment que son équipe gagne tous ses matchs. Mais là, il parle d'un responsable qui a fait des déclarations dans la tribune. On se demande maintenant, c'est réellement... On a eu cette information de Djemal. Pour terminer, donner la parole à... Pas seulement de Djemal. C'est une information qui est apparue sur tous les journaux. Alors, les supporters du Mouloudia sont... Qui c'est ce directeur? C'est le directeur actuel du club, M. Hariti. Tout simplement. Pour ne pas le nommer. Alors, le patron, c'est Taleb, c'est ça? Oh oui. Il est président du conseil d'administration. Alors, donc, il a repris son M. Hariti, comme vient de le dire Djemal Rachdi. Pour terminer, les supporters du Mouloudia n'ont pas changé. Ils sont toujours aussi chauvins. Et c'est normal, si on est sportivement chauvin, ils aiment leur club. Et ça n'a pas changé, même si Sonatrach a pris 100% ou 99,99%. Voilà, % des actions. La politique du club n'a pas changé, alors que la direction, elle, a changé. Ce qui se passe à l'USMA, les supporters n'ont pas changé, alors que la direction et la gestion du club, elle, a changé. Mais les amoureux et ceux qui vont au stade, dans le DCAD, sont toujours les mêmes, qui remplissent le stade de Bolloré, que ce soit pour l'USMA ou pour le Mouloudia d'Alger. Si le Mouloudia décide, et c'est une question qui s'adresse à vous, décide de débaucher de l'Harash, un entraîneur comme Boualem Charef, qui a tissé des liens particuliers avec des supporters difficiles, qui a essayé de travailler avec un club sans argent et qui a ramené des joueurs...
Pourquoi sans argent? Je vous explique. Sans travail, sans argent. Sans argent, ou alors on a beaucoup de mal à récolter de l'argent et des sponsors. C'est un club moins riche que le Mouloudia d'Alger, vous êtes d'accord? Moins riche, mais les gens avaient leur dû. Alors, est-ce qu'on peut se permettre de mettre la pression sur un entraîneur qui doit porter un projet que l'entreprise a? Ça dépend de qui met la pression. Quand ça vient du supporter, à la rigueur, je la comprends. Mais quand ça vient de l'intérieur du club, là, c'est là où le bas blesse. Parce que le projet, c'est quoi? Projet sportif. C'est un ticket gagnant. C'est l'entraîneur et l'administration, le dirigeant, le président, comme l'a bien expliqué Nordin. Donc, si l'un des deux baisse la garde, bien sûr que le projet ne réussit pas. Mais non, pour revenir justement à Boualem Charef, il ne faut pas oublier qu'il a vécu une expérience donc il y a quand même une exception. Où il a pu travailler pendant 6 ans. Et croyez-moi que les débuts étaient difficiles. Ça ne dépendait pas de lui, parce que l'autre épaule était solide aussi. J'allais dire ça. Voilà. Il y avait Boualem Charef, certes entraîneur, il a reçu des pressions, mais le président n'a pas, Mohamed Laï, pour ne pas qu'on salue bien, n'a pas abdiqué lui aussi. Il a soutenu son entraîneur, il a été derrière son entraîneur. Et les supporters ont fini par comprendre la stratégie, la philosophie des supporters qu'on disait difficile, etc. Alors que franchement, ils ont pu. Il y a eu beaucoup d'actions où la poignée de supporters qui essayaient de se prendre à Boualem Charef, l'autre moitié l'a défendu, etc. Donc il ne faut pas croire que le Mouloudia est un club exceptionnel qui sort de l'ordinaire et qu'il faut un entraîneur, je ne sais pas, je ne sais pas d'où, et qu'il faut des résultats tout de suite, c'est pas vrai. Et puis les supporters qui parlent de Hendo et de je ne sais pas qui. Pourquoi l'année dernière ils jouaient bien le Harash? C'est comme si il voulait dire que Hendo n'a pas le niveau du Mouloudia. Moi je suis certain. C'est quoi le Mouloudia? Connaissant le Mouloudia, ce n'est pas les supporters qui parlent comme ça. C'est le groupuscule qui voulait s'immiscer dans les affaires du club, qui ont l'habitude de le faire, qui ont été mis à l'écart. Qui ont été mis à l'écart. Pas totalement mis à l'écart, pas totalement mis à l'écart. Messieurs, on va reparler du Mouloudia d'Alger. On va encore parler dans nos prochaines émissions de Boualem Charef. On va parler d'un thème qui nous tient à cœur et qui tient à cœur notre coach ici à ma gauche. C'est le managériat, un vrai manager de club. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible? Déjà qu'entraîneur, on ne le laisse pas travailler après 6 journées. Est-ce que manager et gérer un club techniquement et financièrement, est-ce possible pour un technicien algérien? Dans les prochains FaceFoot, on va passer à la 3e et dernière partie de cette émission. Il est déjà tard, il ne faudrait pas que vous dormiez avant qu'on termine. On va passer à la 3e partie, votre partie, le face à vous. Voilà, messieurs, le face à vous, c'est des questions qu'on a reçues sur la page FaceFoot. Sur Facebook, ça rime, il y a de l'écho, hein, même si ça absorbe un petit peu partout, il y a quand même de l'écho ici. On va voir la première question que nous envoie quelqu'un qui connaît bien le foot. On va voir les images. Alors, l'Algérie, si j'ai bien lu, Mahdi Haddad, notre réalisateur, va nous montrer cette question. Elle est signée, je crois. Oui, M m'a dit, l'Algérie peut-elle gagner, si j'arrive à lire, la Coupe d'Afrique des Nations et est-ce qu'elle peut sortir leader de son groupe et pourra-t-elle remporter sa seconde Coupe d'Afrique des Nations? Alors, messieurs, oui, M qui vous demande, est-ce que l'Algérie est capable techniquement de remporter une Coupe d'Afrique en 2015? Oui, moi je vois qu'on a le potentiel pour aller le plus loin possible et pourquoi pas l'emporter. C'est vrai que on est tombé sur une génération de qualité exceptionnelle. Hein. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu, qu'on n'a pas eu cette opportunité d'aller le plus loin possible. D'ailleurs, vu les éliminatoires, je pense que c'est des signaux qui sont en train de donner que c'est l'un des favoris pour la CAN 2015. Alors, la dernière fois que l'Algérie a fait un tournoi final, c'était il y a quelques mois. On y était, Hadj, en Coupe du Monde. Elle a passé le cap du premier tour. Ça veut dire qu'elle s'est enchaînée. Elle a appris en tout cas à enchaîner et gérer les matchs. La dernière fois qu'on a gagné une CAN, et la seule fois qu'on a gagné une CAN, d'abord c'était chez nous, c'était il y a très longtemps. Et dans le staff technique, il y avait un certain Nordin,
Saadi, qui a peut-être la recette. On fait comment pour gagner une CAN, Nordine Saadi? La recette, le Hajj l'a dit. En tout cas, notre période, c'était 3 ingrédients. D'abord, ça se passait chez nous, on était tranquille. Le stade du 5 juillet n'a jamais été aussi plein et n'a jamais été aussi, la pelouse n'a jamais été aussi belle, aussi bonne. Et la cohésion entre nous, le staff technique, Zouj Matoullah Yarhamham, M. Kermali et M. Abdelouahab, franchement, ça a été un plaisir d'être ensemble. Nous avons voué un respect total à M. Kermali qui, lui, nous a redonné sa confiance. Et c'était c'est-à-dire, on s'est entendu sur tout. Mais il ne faut pas oublier aussi que la matière y était. Le 4e était Ali Fergani. Oui, j'ai parlé des décédés. Le 4e, bien sûr. Ali est encore là, il est à Betna, je crois. C'est il est leader. Et donc, il y avait l'ingrédient essentiel, c'était l'équipe. C'était le potentiel. Il ne faut pas oublier que Menad était au sommet de son art, Madjer, les nouvelles têtes, c'était Amani. Ah oui, c'était Amani et Cherif Louzani qui était l'un des meilleurs. Mais en tout cas, il n'était pas encore président, il était joueur. Ils étaient tous bons en cette période-là. Et voilà, je pense que ce qu'a dit Hadj, c'est valable. Mais moi, je ne vois pas l'équipe nationale jouer le titre toute seule. Cette fois-ci, on est maintenant rentré dans les équipes potentielles qui peuvent jouer la Coupe d'Afrique, qui peuvent jouer le titre. Le titre. Messieurs, est-ce qu'on peut la gagner? Parce que Nordine nous raconte comment il a vécu ce titre chez nous. Alors, on voit avec Vaïd qui a fait un match nul, je crois, dans ses éliminatoires. L'Algérie reste sur 8 matchs, 8 victoires en qualification cumulée de Coupe d'Afrique des Nations. Elle n'a pas encore perdu. On apprend à gagner en Afrique. Maintenant, est-ce qu'on peut gagner le titre en Afrique? En phase finale, on est resté sur 2 échecs, l'un contre la Tunisie, l'autre contre le Togo, et un nul contre la Côte d'Ivoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations de 2013 qui s'est déroulée en Afrique du Sud. Je pense que maintenant, la donne a changé, le potentiel existe, les joueurs sont beaucoup plus matures. Je pense que l'équipe a grandi un petit peu. Elle a accumulé tout le capital d'expérience qu'elle a pris au cours du parcours, disons, durant la Coupe du Monde. Je pense que, comme l'a dit Nordine, on peut être parmi les 3 ou 4 favoris pour décrocher cette dernier carré, on l'a déjà été, même si on a pris une raclée face à l'Égypte, ça fait pas longtemps, on était dans le dernier carré. Oui, non, mais est-ce qu'on peut... Potentiellement, il y a de la valeur et il y a de la qualité. On peut éventuellement... Parce que les équipes qui pourraient actuellement concurrencer l'Algérie, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire ou le Nigeria, qui n'a pas encore rassuré, qui est dernier de sa poule, on risque de ne pas les retrouver. J'ai posé la question à Nordine tout à l'heure. Est-ce que le fait de changer de pays, est-ce que ça peut changer la donne pour nos chances? Jouer par exemple en Afrique du Sud ou jouer au Maroc, est-ce que ça peut changer? Bien sûr, on aurait aimé jouer au Maroc. C'est clair. Parce que on aurait aimé, vous pensez que c'est déjà râpé pour le Maroc, hein? Vous êtes pratiquement... Ben oui, apparemment. Mais bon, l'avenir le dira. Mais on aurait aimé jouer au Maroc parce que c'est quand même le climat idéal. C'est pas loin pour les supporters. On n'est pas dépaysé, etc. Il y aura, voilà, on connaît les terrains, il y aura les supporters, c'est important. La Coupe d'Afrique dépend un peu de tout ça parce que, bon, à part la période où, si on prend les dernières... à part la période où l'Égypte avait tout raflé 3 fois de suite, ensuite, voilà, personne n'a prévu la Zambie championne d'Afrique, ni même le Nigeria qui s'est fait oublier et qui revient très fort. Donc, ça dépend de beaucoup il y a beaucoup d'ingrédients qui rentrent en jeu. Il y a aussi, il faut le dire, la chance. Hein. Des fois, tu tombes sur un boulevard jusqu'à la finale. Et puis, c'est vrai, comme l'a dit Rachdi, il n'y a pas grand-chose actuellement. Le football africain n'a pas réellement de leader. L'Algérie est première selon le classement FIFA. Je veux bien que ça... Ce n'est pas très révélateur. Ouais, pas très révélateur. Enfin, il n'y a plus l'ancienne Égypte, il n'y a plus la Côte d'Ivoire, il n'y a plus... La Côte d'Ivoire n'est pas vieillissante, le Cameroun qui revient il commence à se relever, Nigeria... Il s'est débarrassé d'Eto. Peut-être même... donc, disons qu'ils se renouvellent. Il s'est débarrassé de l'Eto. Hein? Aussi, voilà. Mais sans ça, il faut le dire qu'on a une équipe qui a du talent. Qui a du talent, qui a de la qualité. Il faut savoir exploiter ce talent et le mettre dans. Pour terminer, Hadj, avec cette première question de Ouémadi, vous y croyez? On peut la gagner, la CAN? Oui, je crois, moi. Au Maroc comme en Afrique du Sud?
Oui, ils peuvent. On est dans une spirale de dynamique. Voilà. Une spirale de dynamique. Moi, je pense que l'organisation. En tout cas, le président de la CAF l'a demandé officiellement à l'Afrique du Sud qui a des infrastructures déjà prêtes. Parce qu'elle a organisé une Coupe du Monde et qu'elle peut réagir très très vite. La situation politique du pays ne peut pas faire. Il y a une déclaration de Kadamoro, je crois, dernièrement, Ben Taleb, qui a parlé en disant, après le match du Malawi, à notre micro. Voilà, à notre micro, tu as bien fait de préciser que, espérons qu'on va prendre la CAN. Je pense que même au niveau du groupe, ils sont en train de se dire que cette équipe a le potentiel d'aller. Merci Adlem, parce qu'il a touché un point important, juste pour terminer avec ça aussi, Nourdine Saadi, c'est que les joueurs, si mentalement ils n'y croient pas, ils ne peuvent pas y arriver. Mais si dans leur tête ils se disent on peut aller la chercher, elle est peut-être à nous, il faut aller la chercher, c'est un plus pour un coach aussi d'avoir des joueurs qui y croient jusqu'au bout. Et bien sûr, on a coutume de tout mettre sur la faisabilité d'une équipe, bonne ou mauvaise. C'est l'entraîneur, c'est faux. Tout dépend de la patte que tu possèdes. Je pense que M. Gourcuff a plus de chance que M. Alizovic du fait qu'il vient après une expérience. C'est-à-dire le groupe a vécu ensemble. Ils ont réussi une très très bonne aventure. Donc c'est le train... À lui de savoir comment faire cuire, comme on vous dit déjà, dans le méta. Hein? À lui de savoir comment faire. À lui de faire bien les choses. C'est-à-dire, je pense que ça sera plus facile que les débuts parce qu'il cherchait l'équipe d'avant, elle a complètement changé. Tu sens au niveau du groupe, tu sens qu'il y a de la joie. Voilà, tu sens par rapport. Il y a de la joie, il y a de l'envie. Ils sont libérés. C'est important. Ils sont libérés. Il y a tout un état d'âme qui a changé, un état d'esprit qui a été instauré par Gourcuff. Il est rentré à 5 minutes de la fin. Il y a des signes. Non, sans ça. Il est rentré à 5 minutes de la fin. Et généralement, quand tu es un titulaire, tu le fais rentrer à 5 minutes de la fin, il n'est pas content. Mais on lui a posé la question, il a dit je rentre à 5 ou à une demi-heure de la fin. On a un bon état d'esprit, c'est le plus important. Alors, pour terminer avec la dernière question Facebook, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps dans cette première émission, ce premier numéro de FaceFoot, on va voir avec notre réalisateur Mehdi Haddad cette deuxième question. Je vais essayer de ne pas me tromper sur le pseudo. Mohamed Goldberg Trombadji. Alors, celui-là, où il est chanteur de folk, ou alors il est, il est plutôt un trompettiste de la Casbah, on va dire, d'origine turque. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Sinon, on est obligé de me la remettre. C'est là l'équipe nationale, l'arbre qui cache la forêt. Qu'est-ce que font les jeunes catégories? Quels moyens sont-ils mis à leur disposition? Qui les dirige? Quelle est la stratégie à adopter? Tout ça, c'est bien sûr une direction technique nationale. C'est ce que veut dire Mohamed Trombadji, qu'on salue. Merci il ne faut pas se moquer de nos rédacteurs parce que c'est eux qui font l'émission. Alors, l'équipe nationale, messieurs, cache-t-elle la forêt d'un football moribond? On parlait tout à l'heure de crise, on a parlé d'arbitrage, on a parlé souvent de corruption, puisqu'on a jeté ce spectre qui à chaque fois revient. Et cette équipe nationale qui, vous l'avez dit, marche très bien. L'EN cache-t-elle l'arbre, est-elle l'arbre qui cache la forêt du football algérien? Oui, elle cache même plusieurs forêts. Mais bon, oui, on n'arrive pas, il faut le dire, on n'arrive pas à percer ailleurs, c'est-à-dire à part l'équipe nationale senior, je ne parle même pas des autres, il n'y a rien. Bon, il y a un championnat dit professionnel qui peut-être commence à prendre de la valeur, à avoir de la valeur, etc. On essaie de faire du spectacle. Mais ce qui manque un peu, c'est les infrastructures, c'est la formation, c'est aussi il faut se poser la question sur la ressource humaine. Est-ce qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on a les entraîneurs qu'il faut pour tout ça? Il faut beaucoup d'entraîneurs. Il y a même un déficit en Algérie, un gros déficit. Est-ce qu'on a le potentiel qu'il faut pour développer un grand football? C'est-à-dire, est-ce qu'on a les instituts qu'il faut? Est-ce que les STS continuent à former non, je vois qu'il a envie de parler, mais il va de la même manière. Bon, je sais que si on donne la parole à Nourdine, il va donner son avis. Voilà, non, moi je pense que la question répond, c'est la réponse. Évidemment, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais donc, il nous faut une émission pour expliquer tout ça. Moi, je pense que ce n'est pas tant le nombre qui manque,
mais c'est l'attention qu'il faut aux gens qui existent. Moi, je peux le dire, nous sommes la seule fédération au monde, peut-être, en tout cas des pays que je connais, qui n'assistent pas ces entraîneurs dans les litiges qu'ils ont. On est considérés comme des chiens dans les... Il n'y a pas de statut d'entraîneur, un statut de joueur professionnel n'est pas... Il est vrai de dire que la corporation n'est pas très soudée solidaire. Aussi, hein. Elle n'est pas solidaire. Hein. Ça n'a rien à voir. Il y a des entraîneurs, mais ça n'a rien à voir. Dans tous les pays du monde, quand il y a un litige, il est réglé par la fédération. Il est assisté. Un entraîneur, il est assisté. Moi, je suis algérien. J'ai travaillé en Tunisie. J'ai été assisté par la fédération. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc, l'arbre qui cache la forêt, il y a déjà l'image de la fédération, notre fédération, qui est arrivée à se comparer aux meilleures fédérations du monde, en tant que moyens, infrastructures, tout. Et l'équipe nationale, la valeur et la prise en charge de notre équipe nationale. Ça n'a rien à voir avec les clubs, les administrations de nos clubs, sur le plan financier ou sur le plan infrastructure, et les équipes 32 professionnelles, ça fausse tout. Il y a une politique qui a été choisie par la fédération, c'est de ramener nos compatriotes, Agda, de choisir les meilleurs éléments pour qu'ils viennent en équipe nationale. Et nous avons parlé des moyens mis à leur disposition. Comme a dit Nordine, je rejoins. On n'a pas envie à d'autres fédérations dans le continent africain ou même européen. Et de l'autre côté, notre pauvre championnat, qu'on a pris le costume de professionnel, on démarre avec 32 clubs, mais il faut voir qu'est-ce qui se passe au niveau des clubs. Maintenant, si on veut développer, moi j'ai eu la chance de travailler avec des gens comme Nordine après la période de la réforme. Il y a eu le fruit du travail après. Vous parlez tout à l'heure de la Coupe d'Afrique de 1990. Il y a eu plusieurs Coupes d'Afrique. Il y a eu des finales qu'on a perdues avec la génération des Yah et compagnie. Mais après ça, il n'y a pas eu de... Il n'y a plus rien. Même au niveau de jeu. C'est pas que l'arbre qui cache la forêt. Il faut voir au niveau de jeu ce qu'ils sont en train de souffrir, les coachs. Mais il faut voir les moyens avec quels moyens ils sont en train de travailler. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui te laisse permettre que demain, il y aura d'autres managers, d'autres... Parce qu'il n'y a pas de formation. Et la formation vient d'une stratégie, d'une politique du football, d'une politique de formation qui est tracée par ce qu'on appelle communément dans toutes les fédérations du monde, la DTN, la Direction Technique Nationale. Alors, il existe sur le papier, on ne sait même pas qui est DTN maintenant, après le départ de Haddouche. Il n'y a plus personne, je pense. DTN par intérim. Oui, oui. Ce qui est intéressant, c'est plus la DTN en termes d'ordre. Il y a eu des négociations avec Sadin. Oui, mais qui s'occupe aussi. Il y avait des négociations avec Sadin qui ont capoté. Oui. Et depuis, mais après le départ de Haddouche, il n'y a plus rien. Mais bon, même les entraîneurs qui ont été mis au niveau des... Il y a l'équipe U23 qui prépare, je crois, les Jeux Olympiques. Oui, pour avec l'arrivée du Suisse. Rio 2016. Avec l'arrivée du Suisse. Il y a un programme qui a été établi, mais sans ça, on n'a plus d'informations. On ne connaît même pas le coach que vous venez de citer. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est les clubs aussi. Son CV. Non, le parcours Tao, il est bon. Parcours Tao, en tant qu'au niveau des jeunes. Est-ce que la formation du football en Algérie dépend seulement de la DTN? Est-ce que les clubs jouent leur rôle de formation? Parce que bon, il ne faut pas se leurrer. On a commencé par un grand mensonge. On part dire qu'on a 32 clubs professionnels. C'est pas vrai. Et ça peut pas marcher. Pour un club. C'est quoi le professionnalisme? Ça suit l'économique. Est-ce qu'on a une économie qui peut supporter 32 clubs professionnels? C'est-à-dire des gens qui vont mettre de l'argent dans le football. C'est ça le professionnalisme, c'est pas autre chose. Bon, on a voulu faire du populisme, voilà, c'est tout. C'était pas... Pardon, peut-être... Ce n'est pas pour défendre l'actuel président de la fédération, M. en l'occurrence, mais c'était pas ça. Moi, je me souviens de sa venue les premières années à la fédération. C'était pas ça son projet, dans sa tête. C'est d'abord commencer par quelques clubs professionnels. Comme ça se passe. Voilà. En fait, que peut-être ils ont voulu ériger le professionnalisme pour faire un peu le ménage, pour que ça se décante. Dans les meilleurs pays du monde, quand ils ont lancé le professionnalisme, ils ont commencé par, je pense, 6-7 clubs.
Et puis, au fur et à mesure, on peut donner aussi un autre statut, c'est le pré-professionnalisme, Voilà. etc. Personne n'accepte. Ils ont proposé ça aux clubs qui n'ont pas les moyens de retrouver le statut amateur. Les personnes n'acceptent pas ça. À entendre parler le ministre de la Jeunesse et des Sports, il y a une remise en cause foncière de ce concept. Il est question de revenir seulement à 16 clubs professionnels. Voilà. C'est déjà un bon... Ça va toucher uniquement les équipes de division nationale 1. Ce qu'il faut changer, c'est surtout la manière de prendre un club. Un actionnaire qui est à 100 000 dinars, moi je pense que c'est franchement... C'est biaisé dès le départ. Oui, mais les gens qui commandent des clubs alors que le capital... Il y a un cahier de charge qu'il faudra un jour ou l'autre respecter. Et qui n'est pas respecté à 90%. Je suis désolé, mais même la Sonafrac a acheté le Mouloudia pour 775 000 dinars, 77 500 000 centimes. De quel cahier de charge on est en train de parler? Pour ton information, ça s'est passé comme de ça. choses au club. Si tu ne respectes pas, tu n'es pas professionnel. Alors, si on termine, Rachdi va encore nous donner des scoops comme il vient d'en donner, surtout chiffrés. Alors, on va bientôt fermer. On est au courant de tout ça. Jamal Rachdi pour ce premier numéro de Face Foot. On va laisser une petite lumière, hein, s'il vous plaît, parce que non, il reste, il garde le studio jusqu'à la semaine prochaine. Ah oui, vous restez. Non, je plaisante. Merci à vous tous pour avoir été là ce soir. Merci à vous pour nous avoir accompagnés ce soir pour ce premier numéro de Face Foot. Rendez-vous toute la semaine pour nous donner vos impressions sur ce premier numéro et puis nous proposer des thèmes pour la semaine prochaine pour le Face à vous. Pour ma part, je vous dis bonsoir. Prochain rendez-vous avec le foot, c'est jeudi avec Coaching Day avant la reprise du championnat et juste après le match de l'équipe nationale demain face au Malawi. Bon vent donc au vert. Et puis dimanche, vous retrouverez celui qui est tout là-bas au fond à ma gauche avec très peu de cheveux sur la tête. Hadj Adlan, Mohamed Boukhemia pour Mou'ed Mouhtalifin. Pour ma part, je vous dis merci de votre fidélité. Je vous retrouve mardi prochain. Bonsoir.